Chers amis auditeurs, bonjour, au micro l'abbé Guillaume de Tanoirne pour cette nouvelle édition de l'émission Voix au chapitre et en cette période qu'on peut dire déjà estivale, je voudrais faire un peu travailler vos neurones, oui. Après tout, c'est peut-être l'été qui est le meilleur moment pour essayer de réfléchir un peu, de prendre de la distance. Et dans cette perspective, je reçois aujourd'hui un jeune trentenaire dynamique, entreprenant, qui n'attend pas qu'on lui dise là où il faut faire pour faire, mais qui fait. Et c'est suffisamment rare pour saluer cet esprit d'entreprise, à la fois intellectuel et politique. J'ai donc devant moi Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir à cette émission. Et je vous y reçois, vous êtes multicarte, je vous y reçois d'abord en qualité de président du Cercle Aristote. C'est d'ailleurs un peu à travers le Cercle Aristote que je vous ai connu in illo tempore, il y a très longtemps. Qu'est-ce que c'est que le Cercle Aristote d'ailleurs ? Alors, expliquez un petit peu à nos auditeurs, aux auditeurs de Radio Courtoisie bien sûr. Le Cercle Aristote a été fondé il y a à peu près 8 ans et c'était dans le but d'offrir une formation doctrinale aux jeunes gens et de les aider, en tout cas sur la région de Paris, à rencontrer les intellectuels et ensuite pouvoir parfaire leur bagage doctrinal. Donc, et alors pourquoi Aristote vous alliez volontairement très loin en dehors de tous les conflits trop Premièrement, sortir d'une tendance à la fois à l'émiettement qui est caractéristique du camp national, et deuxièmement à sortir d'une obsession de la note de bas de page qui fait que des gens peuvent s'étriper personnellement pour une micro-différence. Les coquetteries du parisianisme. Les coquetteries. Germano-pratin, si on veut ajouter les adjectifs. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus tellement de partisans de la querelle. Est-ce que Platon était un bon élève de Socrate ou pas ? Qu'est-ce qu'il invente ? Est-ce qu'entre Platon et Aristote, est-ce qu'il y a un choix à faire ? On s'entretue plus pour ça. Et deuxièmement, pour une raison de logique simple, qui est très bien manifestée dans la peinture de Raphaël, qui est une communauté qui réfléchit ensemble sur les choses de ce monde, donc sur la main baissée, et non sur le doigt levé de Platon. Voilà, c'est là vous faites allusion à la fresque de Raphaël, tout à fait. L'école d'Athènes, qui se trouve au Vatican. Là, je me sens tout de suite concerné. Vous savez que maintenant le pape parle d'écologie, alors tout le monde va se sentir concerné, c'est extraordinaire. Mais il faut pas en parler, de l'encyclique avant qu'elle sorte. Et d'ailleurs, Sandro Magister qui en a parlé un peu vite, il s'est fait taper sur les doigts, le pauvre. Il a plus d'accréditation, c'est terrible. Alors, c'est pour ça, chers auditeurs, que nous ne parlerons pas de l'encyclique avant qu'elle ne paraisse, parce que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Bref. Mais, donc, vous, avec ce cercle Aristote, vous réunissez des jeunes qui sont pas n'importe quels jeunes, c'est pas une colonie de vacances de plus, c'est des jeunes qui ont envie de travailler. Exact. Et vous avez employé un terme tout à l'heure dont je voudrais vous faire rendre raison, sinon rendre gorge, qui est le terme le camp national, parce que finalement vous vous situez résolument dans vos recherches, dans votre travail. C'est pas des idées toutes faites, mais vous vous situez dans le camp national, plus que dans le camp de droite. Vous préférez le terme national. Je préfère le terme national pour 2 raisons. Premièrement, moi j'ai une formation d'historien des idées politiques et une formation de spécialiste en intelligence économique et en stratégie. Les termes, je renvoie aux recherches de Marc Crapez, les termes de gauche et droite se sédimentent très tard. Et il y a 2 manières fondamentalement de voir l'histoire des idées
à l'époque moderne, c'est-à-dire depuis, en tout cas depuis 1789, il y a deux moyens. Soit il y a une méthode essentialiste que je ne critique pas mais qui n'est pas la mienne. Par exemple, on peut parler de la droite avec un D majuscule ou de ce que Baudrillard appelait la gauche divine. Ok, c'est tout à fait possible de parler de ça. Il y a des gens qui sont à droite, de droite, etc. Très bien. Et il y a la méthode que je qualifierais, disons, de non-conformisme de l'histoire des idées, c'est-à-dire la méthode dialectique, c'est-à-dire de voir comment une idée passe d'un camp à l'autre. Vous parliez d'écologie tout à l'heure, c'est une idée qui est née, on pourrait dire, dans les noms du commun, très à droite, qui est passée à gauche dans les années 70, qui est revenu à droite, qui est revenu à droite très récemment. Si vous voulez, moi je préfère cette méthode-là, et je préfère d'autant plus cette méthode-là que mon pays aujourd'hui n'est plus souverain, donc il est dans un état disons de suspension de la légitimité. Donc quand un pays n'est plus souverain, on a l'obligeance de ne pas s'engueuler. Pardonnez-moi le terme. On se disputera plus tard. Sa souveraineté. On se disputera plus tard. Oui, ça me paraît très important. Mais alors, est-ce que l'idée de nation, je vous pousse un peu dans vos retranchements, est-ce que l'idée de nation n'est pas elle-même une idée un petit peu transcourant? Elle est née finalement à gauche, l'idée de nation. Enfin, vive la nation, c'est un slogan révolutionnaire. Tout à fait, mais il y a des références à la nation dans les dernières ordonnances de Louis XV. Ce qu'on oublie, effectivement. Ce qu'on oublie. Je renvoie à le très bel ouvrage La pensée française de Charles Saint-Preux. Voilà, Donc Louis XV employait déjà le terme la nation. Et quand son petit-fils Louis XVI demande la permission à la nation de ceci ou de cela, finalement, il n'est pas entièrement en rupture avec son grand-père. Il y a une vision de la nation qui est strictement révolutionnaire. Mais le terme de nation préexiste et surtout, je pense que le fait national, on peut dire que la vision, disons, de la Révolution est une nation beaucoup plus, c'est une nation beaucoup plus unifiée. Parce que l'emploi sous la monarchie et dans les dernières des années de la monarchie, du terme de nation n'exclut pas ce que le roi de France appelait mes peuples. Or, la seule chose, c'est que le corps politique France, le corps politique nation est déjà présent dans l'esprit des légistes royaux et du monarque, de toute évidence. Or, la seule chose, c'est que la Révolution va essayer en tout cas tant qu'elle supportera la présence de Louis XVI, elle va essayer de conformer à sa vision de la nation à elle, le roi, qui est une vision beaucoup plus conceptuelle et à mon sens beaucoup plus héritée de l'esprit scientifique et mathématique. Et en cela, aplanissante, voire potentiellement dangereuse, même si, là encore, ce sont des querelles. Alors en quoi la nation peut devenir une entité mathématique Si vous voulez, il y a une... Je fais l'interprète sans doute de ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Il y a une... Si vous voulez, il y a chez beaucoup de révolutionnaires, il y a une, disons, une volonté qu'on pourrait dire préscientiste d'un certain côté. Donc pour eux, la nation peut revêtir soit quelque chose soit un aspect totalement mystique, mais ça sera surtout dans les commentateurs de la Révolution, je pense à Michelet particulièrement, soit chez beaucoup de révolutionnaires, c'est un fait de nature, disons, scientifique, mathématique, la nation, les citoyens éclairés, car il faut pas oublier que citoyen c'est pas tout le monde sous la Révolution, loin de là. Pour eux, ça s'impose, pour beaucoup de révolutionnaires, ça s'impose comme un fait scientifique, comme le résultat d'une équation. Et alors, est-ce que justement, cette perspective scientifique sur l'idée de nation n'implique pas le culte révolutionnaire de l'unanimité, finalement? On est
tous d'accord. Il s'agit pas seulement de calculer une majorité, mais il s'agit de se prévaloir de tous, et de tous comme autant d'unités, comme autant d'individus, de singularités, mais tous dans le même sens. Il y a un ferment très individualiste qui est le pendant de cela dans 1789. Dans 1793, il y a autre chose. Et si vous voulez, je pense que vous l'avez très bien souligné, il y a cette volonté, si vous voulez, cette volonté de régénérer qui est omniprésente chez les révolutionnaires. J'ai vu que Lucien Jaume vient de consacrer un livre à cette question de la régénération. Oui, tout à fait. Je l'ai pas encore lu. Qui était la question autour de laquelle Xavier Martin tournait aussi. Donc c'est vraiment une question importante. Cette volonté-là, si vous voulez, beaucoup de révolutionnaires la rattachent aux connaissances scientifiques de leur temps. C'est-à-dire, c'est ce que nous faisons, et ils matérialisent pas encore le terme de sens de l'histoire, mais il est déjà présent. Ce sera beaucoup plus acté ce sera beaucoup plus acté au 19e siècle, mais si vous voulez, ça se voit par exemple chez Condorcet. Condorcet, le tableau de l'esprit humain, le terme sens de l'histoire n'y est pas. Mais la pensée y est. Et l'idée du progrès est déjà là. Oui. Donc, et en réalité, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut, je pense, raccorder et en tout cas intellectuellement, personne ne demande d'aimer qui que ce soit, mais des gens qui perçoivent les mêmes choses. Alors si, excusez-moi, je vous coupe parce que je voudrais pas que nous rentrions dans un pile-poule trop sophistiqué pour nos auditeurs. Si je vous pousse dans vos retranchements sur cette question de la nation, c'est pour vous demander si vous pensez que aujourd'hui on peut dire qu'au fond toutes les conceptions de la nation sont bonnes et que le camp national, comme vous disiez, doit faire l'économie des batailles de pelochons autour de conceptions qui finalement sont du passé, pour défendre simplement la nation telle qu'elle est aujourd'hui. Justement, nous, ce qui nous est apparu, c'est que à travers l'échiquier politique tel qu'il se présente, il y a des individualités qui ont de tous les côtés eu les bons diagnostics. Et qui ont donné un exemple sur ces deux grands monstres que nous parlions tout de suite, qui étaient le sens de l'histoire et l'idée de progrès. Les deux sont dans une crise grave, et pour l'idée de progrès, à mon avis, terminale. Or, la fin du progressisme est un effondrement psychologique dans la tête de nos élites, et dans laquelle il va falloir se projeter, à un moment ou à un autre, pour nous. Et alors, pour ça, il fallait réunir des gens qui se sont parlé en France uniquement à des moments particuliers où nous étions menacés. Bon, aujourd'hui nous sommes menacés. Donc, il y a, au-delà de tout ce qui nous divise, il y a quand même la France, quoi qu'on en pense, et les querelles mémorielles, attendront leur temps parce que, ou sinon, il n'y aura plus de combattants pour y faire référence. Ça me paraît très intéressant parce que je vais citer deux noms de personnages qui ne se sont pas entendus historiquement du tout, mais c'est assez significatif. Il me semble que votre démarche sur la France, à prendre ou à laisser telle qu'elle est, et sans discussion vaseuse, c'est à la fois celle de Maurras et celle de Charles de Gaulle. Oui, tout à fait. Vous acceptez j'accepte les deux sans aucun problème, sachant que en réalité entre Maurras et le général, il y a une figure qui est certainement la figure cardinale pour comprendre le gaullisme, pour comprendre les inspirations premières du général. Il y a deux figures qui sont Péguy et Barrès, et en réalité l'opposition réelle ou largement amplifié par les commentateurs après-guerre entre la pensée du général de Gaulle et la pensée de Maurras, en réalité, on ne fait que terminer le débat Maurras-Barrès, fondamentalement. C'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, plus personne ne lit Maurice Barrès. Oui. C'est le nom d'une avenue à Neuilly et c'est à peu près tout. Voilà.
Pourtant, c'est les diverses familles spirituelles de la France, ça nous manque. Et le peu de gens qui le lisent en font une espèce de rêveur racialiste qui n'a mais aucun rapport avec le Barès réel. Les diverses familles spirituelles de la France. Alors ça, c'est un livre très important, effectivement. Extraordinaire. Alors ces familles, ce sont les familles spirituelles qu'il énumère. Il y a, disons que c'est les familles spirituelles, les chrétiens, celles auxquelles on penserait d'abord, mais il y rajoute, et il écrit l'ouvrage, je pense, pour ça, il y rajoute ceux dont une partie du camp national, dont Maurras d'ailleurs. Oui. Je vous vois venir. C'est pour ça que je vous dis oui. Amis de côté. Pas uniquement nos compatriotes de confession juive, pas uniquement. Maurras, il y avait les 4 corps étrangers. Les 4 États confédérés. Les 4 États confédérés. Or, Barès, à travers les diverses familles spirituelles de la France, les relie sur quoi? Les relie sur le martyr de 14-18. C'est surtout ça. Ils ont donné leur vie. C'est-à-dire français par le sang versé. Moi, je n'ai aucun problème avec le terme de français de souche. Mais Aragon parlait de français de préférence. D'un certain côté, je trouve que ça sonne peut-être un peu mieux. Mais moi, j'ai aucun problème à être un français de souche. La seule chose, c'est là où j'ai une affection pour Barès. C'est que Barès se bat toujours pour la souveraineté, comme disait Baudrillard, pour la souveraineté, pour la gloire, parce que se battre pour l'identité est première, est importante. Mais quand on ne se bat que pour l'identité ça doit aller de soi. Quand on est contraint de se battre pour elle, c'est que ça va plus du tout. Alors revenons un petit peu à ce que vous faites, parce que finalement le temps avance et nous n'en sommes que au prolégomène, le mot est un peu fort peut-être, mais pour situer votre action, vous avez à côté du Cercle Aristote, qui fonctionne donc depuis 8 ans et qui accueille dans des conférences tous les lundis au François Copé maintenant, donc un boulevard du Montparnasse. La semaine prochaine, nous recevrons le recteur Charles Orbib sur la pensée d'Henry Kissinger. Donc, on reçoit majoritairement des étudiants et aussi des professionnels, des universitaires également. C'est tous les lundis, donc ça fait 4 conférences par mois, donc hors vacances scolaires. Et tous les lundis, donc au François Copé, qui se trouve au métro du Roc, le café qui a cette belle salle au premier étage, permettant des réunions fructueuses. J'avoue que moi j'ai été parler de Saint-Augustin au François Copé, c'était tout à fait merveilleux. Alors, donc c'est le cercle Aristote. Et vous êtes très 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 ouvert dans vos invitations. Oui. Vous invitez en fonction de l'actualité même pas nécessairement du moment. Même pas nécessairement. Surtout en fonction des écrits. Moi, des écrits ou des personnalités, ou plutôt, je préfère le terme de singularité. Or, moi, quelqu'un que je rencontre, que je trouve qu'il maîtrise un dossier, qu'il a quelque chose d'intelligent à dire, et surtout, s'il vient d'écrire un ouvrage, ça donne le prétexte, ou si l'ouvrage est particulièrement important, c'est comme ça qu'on fait notre grille d'invités. Voilà. Et du coup, vous êtes une sorte de, je vais dire en français, de boîte à idées, et en anglais, le cochon n'est pas là, mais de think tank, de réservoir de pensée, pour le camp national, d'une certaine façon. Oui, c'est ce que vous ambitionnez. C'est ce qu'on essaye de faire, particulièrement en faisant débuter de jeunes auteurs, parce que à un moment je veux vraiment me distinguer d'une conclusion facile qu'on pourrait faire de mes propos précédents. Je n'ai pas une vision bisounoursique du fait politique. Bisounoursique. Voilà, si vous voulez, il y a vraiment il y a des ennemis, des adversaires. Le problème, c'est que si le but de libérer notre pays est unique pour des gens qui viennent de différents bords, le but de maintenir notre pays dans l'état de tutelle qui est le sien,
pour ne pas employer des termes plus historiquement connotés, est aussi unique. Donc il y a bien un ennemi, il y a bien un adversaire, et donc il y a une guerre culturelle à mener, ça c'est certain. Mais pour assurer cette guerre culturelle, il faut un renouvellement des cadres, parce qu'on ne peut pas. C'est une guerre culturelle qu'on nous mène, parce que il faut quand même. On est bien d'accord. Comme elles sont. On est bien d'accord. C'est pas nous qui décidons de partir en guerre avec nos petits moyens, nos petits bras, malheureusement. Bien sûr. Nous sommes en position défensive, mais nous devons nous défendre, parce que c'est notre pays qu'on veut liquider. Et je dois dire que c'est pour ça que je préfère une manœuvre, que je préfère manœuvrer de manière dialectique plutôt que de dire bon, il y a la gauche parce que c'est Hollande qui est au pouvoir, qui veut détruire la France, avec la fausse droite, parce que je connais exactement des gens qui sont très bien, qui sont des. Oui, ça c'est la perspective que vous récusez. Voilà, et parce que je connais exactement la même avec des gens qui sont des travailleurs, qui sont des gens honnêtes, etc., qui vous diront non, c'est la droite patronale avec la fausse gauche. Donc, moi, j'ai pas à décerner de brevet de vraie droite, de fausse droite, de vraie gauche, de fausse gauche. J'ai un camp qui est unitairement contre mon pays, qui s'accorde à peu près sur tout et particulièrement sur la tutelle de l'eurocratie, et qui est pour moi la menace majeure parce que tout passe à travers, y compris le gender, le mariage pour tous, ce machin, le truc de tout ce que vous voulez. Or, l'ennemi principal doit être abattu. Et alors, est-ce qu'on pourrait parler à ce propos, au-delà même de l'Europe, d'une sorte d'idéologie migratoire? J'aime beaucoup cette expression de Laurent Fidès dans son livre sur contre les discours intimidants. Contre les discours intimidants, ouais. C'est l'édition du Toucan, ça. Voilà, c'est ça. Et alors, cette idée d'idéologie migratoire me semble assez percutante parce qu'elle montre au fond que il y a d'un côté, bien entendu, les migrants, ceux qu'on appelle les migrants qui arrivent d'Érythrée, de Somalie, de Syrie, etc. Et il y a de l'autre côté les Français de souche ou pas, de préférence en tout cas, comme vous dites très bien, qu'on encourage vivement aussi à devenir des migrants. Tout à fait. Aller travailler Tout à fait. sur la côte ouest ou aller travailler à Londres tout simplement, qui est une des grandes villes françaises aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a 400 000 Français à Londres. Tout à fait. Donc il y a vraiment cette idée migratoire qui touche autant le migrant mais enfant chéri, je dirais, du Bien politiquement correct aujourd'hui, mais qui veut faire de nous des migrants aussi. Mais d'où vient-elle ? C'est une idéologie de la mobilisation. C'est-à-dire, l'homme est un capital comme un autre et comme tout capital. Il doit pouvoir être déraciné, déplacé selon les besoins d'un marché conçu à des dimensions planétaires, et donc l'homme doit être mobilisable et épuisable, comme n'importe quelle ressource en capital. C'est une ressource, voilà. Oui. Or, cette idéologie-là, qui est l'idéologie donc des trois grandes circulations des biens, des marchandises et des hommes, qui est gravée dans le marbre de l'idéologie communautaire au sens de l'eurocratie. Or, cette idéologie-là est l'ennemi de tous les peuples, fondamentalement. Elle a été, dès les crises de la dette des années 80, l'ennemi des peuples pauvres, mais aujourd'hui elle devient l'ennemi des peuples anciennement riches. Or, au fond, nationalistes de tous les pays, unissez-vous, si je comprends bien. Grosso modo, la logique du parasitisme, qui est aujourd'hui l'un des clés de fonctionnement du système, disons, du système d'un capitalisme dégénéré en stade avancé, cette logique du parasitisme qui fait, comme l'explique magnifiquement quelqu'un comme Hervé Juvin, que la terre appartient à celui qui en donne le plus grand rendement, Ah, ça c'est remarquable. Et donc, le droit de virer l'autochtone. Bien sûr. Oui. C'est un peu, alors là on va être très très polémique, mais c'est un petit peu la logique qui a constitué les États-Unis d'Amérique finalement. Exact. Où l'autochtone indien par exemple était chez lui, mais il n'arrivait pas à tirer de la terre le plus grand rendement, tandis qu'évidemment le migrant arrivant sur les vieux terrains de chasse des ancêtres allait lui tirer de ces terrains de chasse autre chose que des bisons. Tout à fait.
Et ça, cette idéologie-là, à terme, quand on voit ce qu'on appelle le land grabbing, c'est-à-dire le fait de s'approprier les terres arables des pays pauvres. Je vais vous donner un exemple. La Corée et la Chine sont en train de me faire main basse sur Madagascar, comme ça. Cette idéologie-là, qui est en train de se généraliser, en Afrique, parce qu'on commence toujours par les terres par les terres, disons, qui ont les moins de défense et qui n'ont pas un État pour les protéger, un État structuré, une logique de puissance, de contrôle et de défense. Ça viendra chez nous aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est la marchandisation du monde. Exact. Et là-dessus, Marx alors avait en partie raison. Oui. Bien sûr, si vous voulez, de la marchandise, si vous voulez, il faut jamais oublier. Je me rappelle plus. C'est le grand problème. Je me demande si c'est pas Lucien Sèvres ou quelqu'un comme ça, un des derniers grands penseurs marxistes. Vous avez lui, vous en aviez un autre qui est décédé en 2000, etc. Il y a l'inamovible Badiou. Badiou, c'est un Mao Spontex aujourd'hui qui s'est lancé dans les sans-papiérisme, donc qui se rend pas compte qu'il est l'idiot utile d'un système capitaliste. Le grand problème, c'est que les derniers penseurs marxistes qui étaient déjà trop bien compte. Oui, s'en rendent peut-être trop bien compte. Pardon, excusez-moi. Non, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Si vous voulez, les derniers penseurs marxistes, on peut, maintenant que l'URSS est tombée, que cette menace-là ne pèse plus sur nous, il l'avait dit, on va enfin pouvoir relire Marx et voir la part de l'échec total. Nous, on a publié un ouvrage chez Perspective là-dessus de Norman Palma, Pourquoi Marx a-t-il échoué? Donc j'ai aucun problème avec ça. Moi, je ne suis pas marxiste, mais il y a des idées. Si vous voulez, on peut pas faire un système de pensée qui a survécu pendant un siècle à celui qui l'a créé et qui soit uniquement de la dinguerie couchée sur papier et de l'imbécilité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas honnête. Oui, c'est très important ça. Si vous voulez, les idées folles généralement terminent avec leur concepteur. Or, le grand problème, c'est qu'on est face qu'il y a certains points de cette pensée-là qui peuvent nous être utiles aujourd'hui, et aujourd'hui, vu l'état dans lequel est la France, vu la menace imminente sur nous, nous n'avons pas à nous priver de toute arme intellectuelle à notre portée. Oui, très bien. Alors, c'est dans cette perspective, si j'ose ce pléonasme, que vous entreprenez, que vous publiez depuis maintenant 14 numéros, la revue Perspective Libre. Perspective Libre, qui s'appelait d'ailleurs au départ, moi j'aimais beaucoup ça, quand c'est sorti, ça s'appelait Libre, tout simplement. Ouais, je trouve ça tellement important de rappeler que nous sommes libres dans ce monde soi-disant démocratique, exact. Et où en fait, qui est surtout un monde technocratique, où les technostructures nous oppriment, et où l'homme réduit à une valeur marchande est aliéné, pour employer un langage marxiste. Bien sûr. Un langage marxiste juste, je précise pour les auditeurs. Je crois qu'il est juste de dire que si l'homme est réduit à sa force de travail, si l'homme est réduit à sa capacité à transformer rentablement le monde dans lequel il habite, eh bien, il n'est plus l'homme. Oui. Parce que toutes les valeurs d'enracinement, toutes les valeurs qui ont fait la finesse, qui ont fait la beauté, qui ont fait le bonheur aussi, parce qu'il faudrait peut-être pas l'oublier, celui-là, le bonheur de l'humanité, tout ça, c'est poubelle maintenant. Oui. Poubelle parce que ça sert à rien. Oui, si vous voulez, aujourd'hui, il y avait un philosophe important de la dissidence des pays de l'Est qui disait l'URSS nous opprime, mais l'Ouest a un ennemi plus fort que l'URSS. Le vide. Le vide qui emplira tout. Le vide qui emplira tout. Or, aujourd'hui, nous sommes face aux enfants du vide et du nihilisme. Si vous voulez, quand aujourd'hui vous êtes à espérer, parce que vous ne supportez plus les questions que l'humain tel qu'il est et tel que vous lui en voulez d'être vous pose
à titre de gouvernant, et que vous en êtes à fantasmer l'humanité augmentée, transhumanisme, GPA, machin, bon, tout ce que vous voulez, qui n'est rien de plus que le visage de la marchandisation et de la brevetabilité du vivant. Quand vous en êtes à détester l'homme à ce point, parce qu'en réalité vous n'avez plus rien à dire, vous n'avez plus de réponse à l'homme tel qu'il est, et comme disait Bertolt Brecht, si on n'a plus de réponse pour le peuple tel qu'il est, ben on va en changer, tout simplement. Changer de peuple. Voilà. Pas changer de réponse. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, donc, vous avez entrepris dans le dernier numéro de cette revue, qui est magnifique, hein, je l'ai évidemment entre les mains, on peut pas la montrer aux auditeurs, mais qui est une revue qui fait 320 pages, et qui est très bien éditée. Vous avez entrepris de nous parler d'un sujet qui peut un peu paraître surprenant à ceux qui n'auraient pas écouté notre émission. Mais ceux qui ont écouté, je pense, vont comprendre très bien où vous allez. Vous parlez du retour de l'État. Il y a un peu une provocation à parler du retour de l'État, parce que l'État est partout. Enfin, l'État nous emmerde, l'État nous ponctionne, l'État nous prend 50 ou 60% des ressources produites par l'homme. Alors, le retour de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire 70%, 80%? On va aller jusqu'où comme ça? Si vous voulez, le grand problème, c'est que l'État aujourd'hui est réduit, si vous voulez, l'État aujourd'hui est réduit par le culte des droits de l'homme, de la victime, etc., est réduit à une espèce de gigantesque guichet. Le problème, c'est que l'État, ça a aussi une logique. Une logique contrôlée, contrée. Une logique de contrôle du territoire. Un territoire, c'est pas un espace. La France est en train de devenir un espace. Un espace, c'est un terrain vague. Là, vous rejoignez Michel Houellebecq, la carte et le territoire. Un territoire, c'est un espace. Défend le territoire. Voilà. Un territoire, c'est un espace, mais qui est organisé par la main des hommes. Aujourd'hui, la France, parce qu'elle est au sens, si vous voulez, parce que il y a un abandon de la logique étatique. C'est-à-dire que l'État devient un opérateur de marché au sens où l'État est là pour ponctionner ceux qui travaillent, pour aider à maintenir à flot ceux dont le marché ne veut pas, pour différentes raisons. Et le grand problème, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est ce qui fait marcher le système. Parce que plus il y a de gens hors marché, hors travail, etc., plus ils exercent une pression, pas uniquement fiscale, mais une pression à la baisse de salaire. Quand il y a beaucoup de chômage, qui négocie le prix du travail? Est-ce qu'il y a négociation? Non. On impose le prix du travail du haut vers le bas. Et d'ailleurs... Et donc l'État là-dedans... L'État perd son rôle et est détruit par une logique à la fois managériale, une logique, disons, de droit de l'hommisme intégral et de droit de la victime intégral, mais aussi détruit par l'eurocratie. Pourquoi? Ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que l'Union européenne, par exemple, calcule le taux de chômage optimal, le NERU. C'est-à-dire combien il faut de chômeurs pour qu'il n'y ait pas d'inflation et pour qu'on ne touche pas aux rentes. C'est horrible, hein, et bien pourtant c'est vrai. Or, le chômage fait partie du plan pour vous. Le chômage fait Vous êtes en train de nous dire benoîtement. Le chômage. Vous êtes assis, chers auditeurs. Le chômage fait partie du plan. Peut-être que comme moi, vous tombez de votre chaise. Pourquoi si vous voulez, alors pourquoi créer des indicateurs de performance dans lesquels il y a un taux de chômage optimal alors? Un taux de chômage optimal, pas pour la beauté du marché de l'emploi, pour le bien-être de la population. Un taux de chômage optimal pour maintenir le taux d'inflation bas. Or, le taux d'inflation, c'est un choix, c'est le choix de la rente sur les revenus du travail. C'est clair, c'est net, c'est pas grave, suffit de l'accepter. Bon, c'est voilà, voilà. Alors, vous savez que dans cette émission, Voix au chapitre, je me fais un honneur de lire toutes les questions d'auditeurs. Il y a une question en souffrance depuis un certain temps, mais que je vais lire. Elle est un petit peu personnelle. Comment peut-on se rendre à la fois aux réunions du Cercle Aristote, donc le lundi
je le rappelle, au François Copé, Mhm. et aux réunions du Centre Saint-Paul qui ont lieu le même jour et à la même heure. Eh bien, Je me pose la même. cher ami auditeur, je crois que ni Pierre-Yves Rougeron ni moi ne sommes des gourous, et c'est donc en fonction de l'intérêt de la réunion, pour l'instant en tout cas, que vous choisissez de vous rendre d'un côté ou de l'autre de la scène, selon ce que le Cercle Aristote ou le Centre Saint-Paul vous propose, et selon ce que vous jugerez en tant qu'auditeur de Radio Courtoisie adulte et vacciné le plus profitable, voilà. Hein. Voilà. Mais merci de votre question en tout cas et de l'intérêt qu'elle sous-tend. Et une autre question d'auditeur, on n'a pas beaucoup d'auditrices ce matin. Vous défendez le marxisme, là ça vous est, Pierre-Yves Rougeron, ça vous est directement adressé. Pas du tout. Vous défendez... Non, mais attendez, oui, vous défendez... Ce n'est pas une question agressive. Il n'y a rien d'agressif. Vous défendez le marxisme, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais que faites-vous de l'idée de base du marxisme, qui est la lutte des classes ? Alors, c'est une question... Alors, la lutte des classes, Marx l'apprend à qui ? Parce qu'il n'en est pas du tout le créateur. Il apprend à Guizot, grand théoricien libéral français. Ah non, je ne savais pas ça. C'est lui le père de la théorie de la lutte des classes. Or, pourquoi ? Parce que il y a, en effet, il faut le reconnaître, des groupes sociaux qui peuvent s'affronter. Le grand souci, si vous voulez, c'est que... Pourquoi ? C'est une théorie qui est née en son temps. Au temps où on a déraciné des masses paysannes pour les mettre, entre autres, dans les mines. Et donc, là, si vous voulez, quand vous pouvez, sur votre propre territoire, en tant que comité des forges, transvaser des populations et les arracher à leurs terres, vous leur faites une guerre, objectivement. Comme monsieur Warren Buffett, multimilliardaire, l'a très bien dit récemment, ah oui, il y a une lutte des classes, vous inquiétez pas, c'est moi qui suis en train de la gagner. Non, il a pas dit c'est moi, il a dit c'est les miens qui sont en train de la gagner. On déloge un peu sa responsabilité par la collectivisation. Comme quoi la collectivisation peut servir. Or, le vrai problème, c'est la nouvelle élite mondialisée. C'est l'hyperclasse dont parle ce grand intellectuel qui a dû fuir la Berde il y a quelques années pour des raisons judiciaires, qui est monsieur Attali. Or, elle était trop tentante. Le grand problème, c'est, si vous voulez, c'est que la lutte des classes est une théorie, aura été, Marx, fondamentalement, est le dernier des classiques en économie. Il emprunte tout aux théoriciens classiques libéraux, y compris la lutte des classes. Or, la seule chose, c'est que lui, il la finalise, c'est qu'à la fin des fins, par ce qu'on appelle les contradictions internes du capitalisme, de la forme capitale, on va arriver à la dictature du prolétariat. Ce à quoi, évidemment, vous ne croyez pas du tout. Ça, c'est, si vous voulez, c'est une vision, mais c'est une vision qui est très messianique d'un certain côté, puisque Marx avait une grosse culture religieuse, son père était officier du culte. Il était juif converti. Oui, mais son père, je crois, était rabbin, je crois, mes souvenirs sont bons. Donc il a une grosse culture religieuse, donc c'est une vision messianique, si vous voulez. Moi, si vous voulez, je reste un politique fondamentalement. Moi, je pense que gouverner avec l'idée de justice les groupes sociaux s'affrontent, certes, mais ils n'ont pas, sauf peut-être certains, et c'est pas ceux qu'on croit, c'est pas les plus pauvres. Moi, j'ai rarement vu de haine de classe du bas vers le haut, j'ai toujours eu de la haine de classe du haut vers le bas. Si vous voulez... Ça, c'est important. Je me permets de souligner, oui. Si vous voulez, objectivement, il n'y a pas d'idéologie de guerre sociale. Un peuple réuni, ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde, fondamentalement. La seule chose, c'est qu'il faut gouverner avec l'idée de justice. Or, mais pour gouverner avec l'idée de justice, vu les écarts de richesse présents, il faut un État. Et on revient à notre puissant. Retour de l'État. Voilà. Donc l'État serait, selon vous, l'État que vous envisagez, serait le garant de la justice. Mais pourrait l'être, oui. Mais alors, quel serait cet État ? Parce que pour l'instant, on a quand même surtout un État qui n'est pas, qui est le représentant, le fondé de pouvoir d'associations transnationales. Nous sommes entièrement d'accord. La seule chose, c'est, je vais vous prendre un exemple. Beaucoup de gens ont eu peur de la loi dite renseignement du Premier ministre Valls.
En réalité, ils en ont peur, pas parce que c'est une loi qui donne à des services de l'État plus de pouvoir. C'est pas ça qui fait peur aux gens. Ce qui fait peur aux gens, c'est que ce soit dans la main de Manuel Valls, et donc dans la main de quelqu'un dont on doute des capacités, voire même pour certains, de la stabilité. Or, le problème, c'est qu'il ne faut pas tirer, par exemple, de la raréfaction des libertés publiques en France, un anti-étatisme. C'est pas la structure État qui est le problème. C'est les hommes qu'on y a mis à la tête. Or aujourd'hui... Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et de la même façon qu'il n'y a pas de crise des institutions, il y a une crise des hommes qui sont censés incarner ces institutions. Parce qu'on peut tout demander aux institutions, sauf de normaliser le cœur des hommes. Regardez, nous avons la Constitution de la Ve République, qui est la Constitution la plus stable que le régime républicain, c'est d'ailleurs la plus monarchique, entre parenthèses, que le régime républicain ait pu avoir. Elle a garanti un maximum de liberté publique et une stabilité, une puissance de l'État. Bon, aujourd'hui, elle a été défigurée par diverses réformes, mais elle a surtout été défigurée par les hommes qui se sont glissés dans le costume. Or ça, les institutions peuvent tout faire, elles peuvent pas créer des hommes droits le Kalachnikov dans le dos. Ça, c'est pas possible. Et on peut pas demander ça à une institution. Or, aujourd'hui, nous sommes dans vous avez tout à fait raison, il y a une crise des hommes, et il y a une haine de l'institution par des hommes petits, qui veulent abaisser l'institution à ce qu'ils sont. Et ça ne vaut pas que pour l'État, ça vaut même pour le marché. Aujourd'hui, il n'y a plus de marché institutionnalisé. Il y a une loi de jungle. Un marché, théoriquement, ça aussi, c'est créé dans la main des hommes. Donc il y a des règles. Il y a de moins en moins de règles. Bon, étonnant. Or, le grand problème, c'est qu'on est dans la volonté, par une élite politique en cours de pourrissement, et ça, c'est l'ensemble de l'Occident qui est touché, de détruire les institutions qui leur résistent, et donc de détruire les États. Parce que c'est pour ça, par exemple, que nos présidents vont pleurer sur le cancer, etc. Ils sont des sujets extraordinairement graves. Le problème n'est pas là, mais c'est pas à l'État, c'est pas à la puissance souveraine de s'occuper de ça. C'est ça. Ils préfèrent ça parce que ça démontre pas de souveraineté. Or, ce sont de petits hommes, et que la souveraineté est quelque chose qui vous tient au corps. De mémoire, quand Jacques Chirac a gagné par 80% des voix, vous vous souvenez, en avril 2002, eh bien, il a fait un discours, je crois, d'intronisation, on peut appeler ça comme ça, où il rappelait l'importance du code de la route. Oui, tout à fait. Il avait lancé mais il avait lancé ces trois grands 80% plans. des gens pour ça, pour le code de la route, pour les morts sur la route. Il avait fait ces trois grands plans pour l'ère Chirac et que Sarkozy reprendra. Code de la route, Alzheimer et cancer. Ok. Le problème, c'est que... Du coup, il expérimente le deuxième, là, pour l'instant. Pour l'instant, oui, a priori, il expérimente le deuxième. Non, mais c'est vrai. Or, aujourd'hui, on veut museler les États et les puissances souveraines. Pourquoi? Parce que, en dehors des puissances souveraines, vous avez des puissances, groupes transnationaux, mafieux, groupes transnationaux, autres, sociétés de pensée, je pense, en ce moment, monsieur Juppé qui est allé en Suisse voir le sympathique groupe Bilderberg, on se demande bien pourquoi, mais ces gens-là s'estiment que comme les États ne bougent pas, ils ont une importance. Alors que fondamentalement, le vrai pouvoir, le pouvoir, c'est le pouvoir des puissances souveraines. Quand ils se manifestent. Regardez sur des les territoires et pas sur des idées. Voilà, sur des territoires, sur des réalités. Le problème, c'est que l'élite occidentale est basculée complètement dans le constructivisme. Certains diraient le nominalisme, mais je suis pas assez versé dans ces choses. Dans le constructivisme, c'est-à-dire qu'ils veulent créer de la réalité par du discours. Et pour ça, ils préfèrent détruire des réalités réelles, mais dont ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de gérer parce que c'est des petits mecs fondamentalement. Donc on préfère détruire l'État, ne pas avoir de politique de puissance. La France c'est tout petit, vous savez, c'est un terrien sur je sais pas combien, disait le regretté Giscard. Ah non, il est toujours là. Oui. Chaque fois que je me le rappelle, le Christopher Lee nous a quittés, Giscard est toujours là. Je sais pas lequel des deux me fait le plus de peine. Mais voilà, le grand problème, c'est, si vous voulez, on veut empêcher. On ne veut plus prendre la souveraineté à bras-le-corps. Et ça, c'est une crise. Vous avez tout à fait raison, des hommes, et une crise terrible de notre élite. Et de notre corps social, car c'est nous qui les avons sécrétés, ces gens-là.
Ça c'est vrai. Alors est-ce que je vais vous poser une nouvelle question parce que vous parlez de souveraineté. Comment vous vous positionnez, comment vous vous placez vis-à-vis de ce courant politique qu'est le souverainisme? Est-ce que vous acceptez sans autre d'être dit souverainiste ou est-ce que vous trouvez Moi, que je n'ai, si vous voulez, le grand problème, c'est que le terme souverainisme est né au Canada. Il est né au Canada pour ceux qui veulent la souveraineté du Québec. Or, objectivement, par rapport à l'état de destruction que l'Union européenne fait régner sur mon pays, je préfère encore être dit indépendantiste aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, j'ai une espèce de poulpe qui fait perdre. On va prendre un exemple simple. Vous me dites, l'État nous ponctionne. Très bien. L'Union européenne, c'est à peu près 60 milliards de pertes nettes pour la France par an. 2 exercices d'impôt sur le revenu. Donc, j'ai une espèce de poulpe. Par an. C'était Christophe Baudouin qui avait fait ces évaluations que personne n'a jamais osé toucher. Le 2 exercices fiscaux, faut quand même le faire. C'est-à-dire toute perte confondue. C'est-à-dire les pertes du droit dérivé communautaire. Il faut pas chercher comment faire des économies, là, c'est clair. Si vous voulez, entre les emplois que ça détruit, entre l'argent que ça nous coûte, vu qu'on est à 6 milliards de pertes de budget par l'UE. Donc moi j'ai une espèce de gigantesque poulpe qui est en train de détruire physiquement mon pays. C'est-à-dire de nous interdire toute politique d'aménagement du territoire, qui est en train de détruire notre diplomatie, de nous retourner contre nos alliés traditionnels, c'est ce qui est en train de se passer en Ukraine, qui met en danger mes ressortissants, et qui détruit la politique de puissance de mon pays en facilitant la prise de contrôle par des intérêts étrangers. CF Péchinet, CF Alstom bientôt, les entreprises etc. françaises qui meurent en ce moment, c'est quand même quelque chose de fou. Enfin, extraordinaire. Il n'en est jamais autant morte que sous notre président Hollande. Enfin, justement, on apprend ça tous les 6 mois, il y en a une qui dégage. Tout à fait, mais il est président comment? Et ce sont des vieilles entreprises qui ont construit le tissu français. Enfin, bien sûr. Vous parliez de Péchinet, on parle d'Alstom, ce sont des entreprises qui existent depuis un siècle. Bien sûr. Le problème, c'est que on va pas les recréer comme ça. Mais le souci, c'est que l'élite française, je vais vous donner un exemple, quand on connaît bien le dossier Alstom, vous avez Flamby qui est dedans, enfin surtout plus que Hollande, Macron. Mais derrière Macron, il y a Clara Guémard qui assure la liquidation d'Alstom. Il y a Monsieur Foulx comme communicant de la liquidation d'Alstom qui est un des amis de Monsieur Valls. Il y a une partie de l'UMP qui applaudit des deux mains. Donc quand je vous parle de décrépitude de l'élite française, c'est malheureusement Hollande est catastrophique en sa personne. Le problème, c'est que sa fonction est tellement détruite que même quelqu'un de valable aurait du mal, vu l'absence de souveraineté, à redresser le pays depuis le poste de président de la République. Alors en plus, quand vous le donnez à quelqu'un qui ne rêve que d'abaisser la fonction à sa personne. Le temps avance et moi je vous écouterai. Enfin, je suis vraiment passionné par ce que vous nous dites, qui montre des idées que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent, mais un regard nouveau pour les poser et une analyse des réalités qui est beaucoup plus large que ce que l'on entend d'habitude. Et donc je vous en remercie, Pierre-Yves Rougeron. Je voudrais que nous parlions un petit peu de votre revue, qui est quand même la manière la plus simple de vous retrouver, de retrouver l'effort que vous fournissez pour le camp national, encore une fois. Alors, comment est-ce qu'on peut s'abonner à cette revue et ou comment, me demande une auditrice, comment peut-on aller au Cercle Aristote le lundi, donc à quelle heure et où? Alors, on va redonner un petit peu tout ça. Alors, les conférences sont à 20h, 1 boulevard du Montparnasse, métro du Roc. Donc au café Le François Copé, grand écrivain patriote oublié, ne pas confondre avec Jean-François Copé. J'ai déjà eu les blagues, donc voilà, comme j'avais répondu à l'époque, François Copé lui n'a rempli que des urnes funéraires. Mais ça c'est pour venir aux conférences. Vous pouvez demander le programme ou vous inscrire sur les listes de diffusion en écrivant à revue @gmail.com et vous pouvez vous abonner à la revue Perspective Libre soit par internet sur le site cerclearistote.com, rubrique la revue abonnement, soit par chèque. C'est 40 € par an pour 4 numéros, donc pour un an. 40 € seulement?
Mais attendez, là, oui, c'est vraiment, il faut s'abonner. Je vais m'abonner en sortant de l'émission. Parce que là, bon, c'est une revue double, mais enfin, on a vraiment, on a de quoi manger, quoi. Ouais, on fait des numéros un peu épais, oui, c'est vrai. Mais bon, là, c'est un numéro double, c'est un peu moins. Enfin, il est un tout petit peu plus cher que les autres dans le commerce, mais les abonnements sont à 40 €, en tout cas pour la France métropolitaine. 80 € sinon. Il y a aussi un abonnement de soutien pour ceux qui veulent à 80 €, donc qui est à Adarl, Association des Amis de la Revue Libre, tout simplement. Adarl. Adarl, 11 rue de Javel, 75 015 Paris. Et voilà, et vous êtes un habitant du 15e en plus, avec cette revue Perspective Libre. Donc on est du même arrondissement, je veux pas dire du même poids par contre. Mais pardon. Alors, il y a encore une question d'auditeur qui nous dit attention, si le peuple ne veut pas de la République, nous changerons le peuple. C'était une formule qu'on a entendue à la Convention en 1793. Alors possible, ça j'ai pas souvenir Parce de que cette... donc vous aviez J'ai pas souvenir d'avoir étudié cette formule-là, mais je crois de l'auditeur sur parole, je vérifierai. Mais en réalité, la formule de Brecht, c'est voilà, si le peuple veut pas de nous, on changera le peuple. Et aujourd'hui, une large partie de l'élite, et je le dis sincèrement, je sais que quand on regarde, on a mal à la France, on voit Hollande, on a mal à la France. Ça, je comprends. Il y a 2 ou 3 hommes politiques des deux bords d'ailleurs. Rien que d'en parler, ça collerait des baffes, ça collerait des aftes et vous avez les mains qui vous démangent. Le problème, c'est que ce sont les exécutants de choses faites et par d'autres. Je donnais un exemple simple, la menace populiste. Et en réalité, derrière le terme de menace populiste et menace populaire qu'il faut entendre, est un terme devenu omniprésent, obsédant dans les institutions communautaires. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple, l'Union européenne va lancer avec l'OTAN des opérations de contre-information contre tous les traîtres à la cause communautaire, c'est-à-dire contre ceux qui auraient un doute sur l'Ukraine. Ces opérations sont en train de débuter, elles vont se concrétiser en septembre. Vu que c'est les cellules de contre-ingérence d'informationnel de l'OTAN qui s'en occupent. Donc si vous voulez, c'est au-dessus, même au-dessus d'Hollande, qui n'est rien de plus qu'un DeLorean, c'est-à-dire quelqu'un qui mettra le doigt sur la couture du pantalon si Bruxelles lui demande, et ces gens-là veulent faire des actes définitifs parce qu'ils savent que les peuples ne les supportent plus. Donc c'est horrible à dire, et je sais à quel point Valls est horripilant, Belkacem, en plus sur cette radio, doit particulièrement mal passer, ce que j'entends tout à fait. La seule chose, c'est que ce sont des exécutants. Et que c'est de l'emprise de leurs donneurs d'ordre dont nous devons nous dégager pour pouvoir, ne serait-ce que ne plus avoir cette équipe de cul-de-jatte UMPS, ou PMU comme les appellent certains, Parti Maastrichtien Unifié. Ce qui est bien quand on anime le PMU, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est le seul moyen. Et on gagne des migrants aussi. Qui veut gagner des migrants. Voilà, qui veut gagner des migrants. Or, l'émigration, comme la désindustrialisation, etc., tout est affaire de souveraineté. Et la souveraineté est un processus juridique et est aussi un processus matériel. C'est-à-dire, il y a des moyens physiques à mettre en œuvre, et c'est pour penser ces moyens physiques que nous avons sorti ce numéro sur le retour de l'État. Voilà. Alors, donc, vous pouvez vous le procurer. Je le redis, il reste 1 minute en écrivant au Adarl, Adarl, 11 rue de Javel, 75 015 Paris. Et je crois que si vous vous abonnez pour 40 € à la revue Perspective Libre, eh bien, vous soutiendrez l'un des petits think tanks, l'une des boîtes à idées les plus dynamiques aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à dans 4 semaines, chers amis auditeurs.